Salut, c'est nous. Donc voici la deuxième partie de la vidéo sur les cicatrices. Et donc aujourd'hui on va parler de TCA, de troubles du comportement alimentaire, et plus particulièrement de boulimie vomitive. C'est mon parcours, j'ai été boulimique vomitive pendant 9 ans, vous le saurez juste après dans cette vidéo. Juste, on fait une petite intro et une petite outro un mois plus tard pour revenir sur quelques bails, notamment le fait qu'on donne des détails parfois un peu glauques, un peu trash. J'essaie pas du tout de faire l'apologie de la boulimie vomitive et des troubles du comportement alimentaire, mais j'essaye de visibiliser ces troubles dont personne ne parle, ou si peu. Briser ces tabous et visibiliser ces troubles, c'est un choix politique. C'est politique. Donc voilà, c'est important d'en parler, même si on en parle de manière parfois qui dérange. Du coup, moi, j'ai des cicatrices un peu comme tout le monde sur le corps, mais celles qui sont les plus visibles et en tout cas dont je connais l'histoire, c'est celles que j'ai moi-même créées, enfin moi-même. C'est pas moi directement, mais genre j'ai été à l'initiative de ces cicatrices parce que donc pendant des années j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez écouter mon épisode Trash et profonde de mon podcast Clétosaure. Donc moi je me faisais vomir en fait, j'ai commencé à 16 ans. En gros, à 15 ans, j'ai commencé à prendre du poids, un peu comme tout le monde, à l'adolescence. Et je suis passée d'une meuf très menue à une meuf qui a un peu plus de forme. Et je sortais à ce moment-là avec un mec. Et du coup, je faisais beaucoup plus de sorties, j'ai commencé à picoler, à plus manger. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pris du poids. Mes parents me faisaient tout le temps des réflexions en mode « arrête de manger, t'es grosse, vive la grossophobie aussi ». Et moi, à chaque fois, exprès... pour les faire rager, je mangeais encore plus. Et surtout que vraiment, je découvrais le plaisir de la bouffe. J'étais en mode « Waouh, c'est trop bien !» Sauf qu'au bout d'un an, mon mec m'a larguée. Et là, je me suis dit « Ah, en fait, il m'a larguée parce que j'ai grossi. Parce que je suis trop grosse. » Et donc, j'ai commencé un régime. Et ça n'allait pas assez vite pour moi. Et j'avais entendu parler de TCA, de troubles du comportement alimentaire, via le TPE que j'avais fait en première. Je sais pas si ça existe encore les TPE, mais c'est un travail que tu fais en groupe. Et à ce moment-là, du coup, j'ai su qu'il était possible de se faire vomir pour maigrir. Et j'ai commencé. Donc la première fois, ça a été très douloureux et hyper nul. Et genre, j'ai quasiment rien vomi. Mais au fur et à mesure, mon corps s'est habitué. C'est hardcore, hein. Genre vraiment, les gens ne faites pas ça. Ça vous entraîne dans vraiment un état de souffrance énorme. Et ça a été très long et très dur pour moi de sortir des TCA, donc même si ça paraît gentillé et que je dis qu'au fur et à mesure mon corps s'est habitué, genre il s'est habitué à des trucs vraiment hardcore. Et du coup je suis tombée là-dedans, donc au départ c'était une fois toutes les 2 semaines, puis une fois par semaine, puis c'est une fois tous les 2 jours, puis une fois par jour. Pareil, tout comme toi, j'avais un peu des techniques pour pas que mes parents le sachent, parce que j'ai commencé en vivant chez mes parents. Au départ je me faisais vomir dans les toilettes, et puis après je me suis rendu compte que ça faisait peut-être trop de bruit, donc j'ai commencé à me faire vomir dans des sachets en plastique dans ma chambre, en mettant la télé à fond. Et après, j'allais jeter les sachets en plastique directement dans la grande poubelle. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'avant-dernière saison, ou la dernière saison de Scam, parce qu'on voit Daphné qui se fait vomir, et c'est hyper réaliste. Et notamment, il y a ce fameux bail de se faire vomir dans un sac plastique. Et donc, j'ai eu aussi une période de drunkorexie. De comment ? De drunkorexie, où en gros, je mangeais pas pendant 1-2 jours. Je buvais genre des jus de fruits, du café. Le soir, je me bourrais la gueule et du coup, ça me coupait la faim. Et au bout du 3e jour, je mangeais, mais je me faisais vomir. Ce qui fait que là, j'ai perdu beaucoup de poids. Au bout de 6 mois, c'était la fin de ma première année de fac. Et donc, j'ai travaillé dans un centre aéré. En fait, j'étais au contact de la bouffe en permanence. Et du coup, je pouvais pas me faire vomir, je pouvais pas me priver. Et j'étais hors de contrôle en fait. Comme il y avait de la bouffe tout le temps devant moi alors que je m'étais privée pendant des mois, et ben je m'empiffrais. Et là j'ai grossi, j'ai pris 7 kilos en 2 mois et 10 kilos en 6 mois. Et ça m'a fait du mal parce qu'à ce moment-là j'étais vraiment en mode grossir c'est mal, si je suis grosse je suis moche. D'une part quand t'es grosse t'es pas moche, mais en plus genre j'étais pas grosse du tout. Donc j'avais vraiment, comme tu dis, de la grossophobie intériorisée. Et donc, en tout et pour tout, mes troubles du comportement alimentaire ont duré 9 ans. Donc je suis passée par plein de phases. Et il y a eu des phases où j'ai arrêté de me faire vomir
Et du coup, de nouveau, je reprenais du poids. Puis après, j'ai décidé de faire des thérapies et de faire des régimes. J'ai essayé tout, mais vraiment tout. Et à chaque fois, je continuais à rester dans mon état de mal-être où je perdais du poids, puis j'en reprenais, puis j'en reperdais. Et j'étais toujours hyper gonflée à force de me faire vomir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle, je prenais beaucoup de drogues dures. Et je prenais beaucoup de MD, surtout. Au départ, c'était récréatif, mais après, ça a commencé à devenir de plus en plus... ardos. Et étant donné que j'en prenais, j'ai commencé à en vendre. Et du coup, je me faisais grave de thunes. Ça, plus le fait que mes grands-parents m'aient offert de la thune à Noël, j'en pouvais vraiment plus de mon corps. J'étais tout le temps en train de me dire que je voulais me couper le ventre, me couper... Enfin, je détestais me voir, je détestais l'idée que les gens puissent me voir. Genre, je sortais dans la rue et j'avais juste envie de rentrer chez moi, j'avais envie de me cacher, C'était horrible pour moi d'être dans mon corps, de vivre dans moi. Ce qui est con d'ailleurs, parce que j'ai pas énormément changé comparé au moment où je me faisais vomir, c'est juste dans la tête que ça a changé, où maintenant je m'aime. Il me permet de faire des choses incroyables, donc voilà, je suis hyper heureuse avec mon corps. Mais du coup, à ce moment-là, j'étais vraiment en mode détestation de moi-même au plus haut point, et donc pour pallier à ça, j'ai commencé à chercher des moyens de retirer ma graisse et je me suis dit vas-y, je vais passer par de la chirurgie esthétique. Or c'est genre hyper tabou en France de parler de chirurgie esthétique, de passer sous le bistouri comme on dit. Donc j'en ai parlé à personne évidemment, d'autant plus que peu de personnes savaient que j'avais des troubles du comportement alimentaire. Mes parents savaient, mais mon père trouvait que c'était une maladie de petite fille pourri gâtée. Et ma mère, je pense qu'elle était assez démunie et elle savait pas comment gérer le truc. Et comme de toute façon elle a aussi de la grossophobie intériorisée, et c'est même plus que de la grossophobie intériorisée, c'est que elle se dit qu'en tant que meuf tu peux réussir quand t'es mince, ce qui est malheureusement vrai. Et du coup elle me rassurait en me disant mais t'inquiète pas, tu vas maigrir. Donc du coup bon. Pas ouf. Et du coup j'ai décidé de passer sous le bistouri et j'ai eu une liposuction, donc j'avais demandé au niveau du ventre parce que moi c'était ça qui me complexait énormément. Faut savoir que j'ai jamais eu des très grosses fesses ni des très grosses cuisses, mais évidemment le mec était là pour se faire de la thune et il m'a dit si vous voulez je vous fais un prix pour les cuisses et les fesses, je vous les fais pour 400 €. Au départ j'étais en mode non pas trop, puis il a un peu insisté et j'ai fait ok. En plus il te fait des traits sur toi, il te dit là il y a quand même de la graisse, blablabla, et toi t'es là donc du coup j'ai dit ok. Ma mère avait une forte tendance à regarder absolument tout ce qu'elle pouvait trouver et fouiller, elle le faisait. Genre elle fouillait dans mon portable, elle fouillait dans mes petits carnets, elle fouillait dans mes papiers, et donc elle est tombée sur le papier qui disait que j'allais me faire opérer. Et elle m'a dit Adèle, c'est quoi ça? Je pense qu'elle était pas très contente, elle s'est énervée. De toute façon j'avais déjà pris rendez-vous, c'était hors de question que à ce moment-là que je change d'avis, parce que j'étais en mode j'en peux plus, j'ai besoin de trouver un moyen de m'en sortir, sauf que personne ne m'écoute, personne ne m'aide, je me sens trop mal et personne n'est capable de m'aider. Les quelques potes à qui j'en parle, ils savent pas quoi dire. Mon mec de l'époque, parce que je ressors de nouveau avec quelqu'un, il est complètement démuni aussi. Mes parents, ils savent pas quoi dire non plus. Les psys, ils connaissent rien à cette maladie. J'appelle des hôpitaux psy, des centres aussi pour maigrir. Alors je voulais pas... Enfin, c'est pas des centres pour maigrir, mais c'est plus des centres qui t'aident à te réalimenter normalement. Et genre, dans les centres, on me dit vous êtes pas assez grosse, il faut être gros pour avoir accédé à ça. Alors que moi, je voulais juste, en fait, qu'on me cadre parce que je m'en sortais plus. J'étais à 5 à 6 crises par jour. Les hôpitaux psy, ils me disent mais vous êtes pas en danger de mort, vous êtes pas genre anorexique et blou. Donc du coup, je me dis, ma solution, c'est genre de passer par le physique. De toute façon, de base, je pensais que ma solution, c'était de passer par le physique, mais par un forcing de réalimentation. Et finalement je me suis dit c'est pas grave, je vais me faire enlever ma graisse. Et voilà, et ça s'est passé. Et en vrai quand je me suis réveillée, j'ai vu que mon ventre avait ma graisse avait disparu, et ça m'a fait du bien. Et pendant quelques mois j'ai arrêté de me faire vomir, donc ça a été un premier palier pour guérir. Et c'est peut-être horrible, et je pense pas que la chirurgie, ce soit le meilleur truc pour ton corps, parce que c'est une vraie atteinte profonde à ton corps, mais quand t'as aucune aide, en tout cas moi dans mon cas, ça m'a grave aidé. Et j'en ai pas parlé derrière parce que j'avais vraiment honte. Et ouais, j'aurais préféré me faire aider autrement, parce que
Comme je dis, là, la chirurgie esthétique, ça a été un premier palier, mais ce qui m'a aidé derrière, ça a été de travailler à la poste, c'est con, mais de faire du roller derby, d'évoluer dans le milieu féministe, et de grandir aussi, et d'évoluer dans un monde qui est de plus en plus open, et où il n'y a plus un seul stéréotype de beauté très très maigre à la Kate Moss. Mais ouais, à ce moment-là, c'est vraiment le premier truc qui m'a aidée. Et du coup, depuis, j'ai des cicatrices, à chaque fois, elles sont symétriques, sur le ventre, sur les genoux, sous les fesses. Celle-là, c'est celle qui se voit le plus, et genre, je les trouve hyper moches, et dans le dos. Et en fait, plusieurs fois, il y a des gens qui m'ont demandé, par exemple, quand je couchais avec, ou ma gynéco, qui me disaient, mais c'est quoi ça ? Et à chaque fois, je disais, je me suis fait retirer des grains de beauté. Tellement j'avais honte de ce que j'avais fait et tellement j'avais pas envie de raconter tout ça. Et là, tu te sentirais, si on te demandait si un professionnel de santé ou une professionnelle de santé te demandait ? Franchement, j'en sais rien. Okay. J'en sais rien, mais ce que je vois quand même, c'est que j'ai osé en parler pour la première fois dans mon podcast Clitosaure. Ça, c'était vraiment genre révolutionnaire parce que la plupart des gens autour de moi ne savaient pas. Et après, je pense que la personne à qui j'en ai parlé en premier, genre directement en face à face, hormis mes parents, c'est toi. Donc, c'est que je me sens certainement plus à l'aise avec cette histoire, que j'arrive à la déconstruire, et aussi que je me sens plus à l'aise avec mon corps, que je me sens à l'aise avec toi, et je me sens à l'aise avec vous. Et t'aurais aimé avoir quoi comme aide à cette époque-là ? Grandir dans une société où on te dit pas le corps doit être comme ça. Que mes parents me disent que je suis la plus belle du monde, même si je voulais aussi d'autres compliments, bien sûr, parce que t'es pas que belle en tant que personne affable ou en tant que meuf, ou en tant que personne perçue comme meuf, t'es d'autres choses. Mais ouais, j'aurais voulu qu'ils me disent que, genre, peu importe comment je suis belle, qu'ils sont fiers de moi, qu'ils m'aiment. Déjà, si j'avais eu ça, jamais je serais tombée dans les TCA. Ouais. Après, ça s'est passé comme ça. Donc, ce que j'aurais aimé aussi, c'est que les professionnels de santé soient vraiment formés. Je sais pas si c'est le cas maintenant. À l'époque, en fait, les seuls professionnels de santé qui étaient spécialisés dans les TCA étaient extrêmement chers. Donc, en fait, j'ai jamais été les voir. Et donc, j'ai dû m'en sortir par moi-même. Et je pense que j'aurais aimé avoir des professionnels de santé plus au fait, plus déconstruit par rapport aux oppressions systémiques, et j'aurais aimé évoluer directement dans un milieu féministe. Et je pense que maintenant, certainement qu'il y a encore plein de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, mais je pense que c'est quand même plus facile avec les réseaux sociaux, avec Insta, où t'as plein de comptes hyper empowerants et sur le body positive ou le neutral body. Ouais, peut-être. Après, c'est toujours hyper dur de parler des TCA, quoi, je trouve. Même s'il y a beaucoup plus et heureusement, de body positive et plus de la beauté à la Kate Moss, machin. Les TCA, je trouve que ça reste encore très tabou et très invisible. Et on sait que ça existe. Maintenant, c'est des mots, c'est plus... voilà. Mais c'est toujours hyper compliqué et hyper jugeant. Vas-y, faut faire du sport, faut de la volonté. Merde, en fait, non. Et même les professionnels de santé sont pas toujours formés, ou alors ça coûte cher. Et donc, il y a peut-être une amélioration, sans doute. Mais je trouve qu'il y a encore énormément de chemin à faire, quoi. De ouf. Pour le coup, tu vois, j'avais été voir Dieu. Salut Dieu. Est-ce que tu peux régler mon problème, s'il te plaît? Pour le coup, j'avais été voir 2 diététiciennes, et les 2 en fait m'avaient dit oui, alors vous devez perdre tel poids et vous devez faire tel régime, là où vous avez pris du poids c'est plutôt derrière. Ça m'a encore plus mise dans des troubles dégueulasses, quoi. Ouais. Et c'était pour rebondir sur le fait que tu disais que les professionnels de santé étaient pas du tout formés. Typiquement, genre, à quoi ça sert les diététiciens et les diététiciennes à part te foutre dans un bail de TCA, quoi. Ouais. Genre, ça doit pas servir à ça, normalement. Enfin, un régime alimentaire, à la base, c'est pas un truc qui te fait maigrir, c'est un truc qui te permet de manger plus sainement, quoi. Ouais. Et peu importe si tu grossis ou pas. Et en plus, elles sont souvent très axées sur le corps, alors qu'en fait, il y a aussi le mental. Il peut avoir l'activité physique pour les personnes qui en pratiquent et qui aiment ça. Il y a la somatisation, on n'est pas juste un corps et de la nourriture, quoi. On est
on est des êtres hyper complexes et dire juste, voilà, t'as de la graisse là, voilà comment faut que tu perdes, tant d'heures de tapis, tant d'heures de running et tout. En fait, si par exemple t'es en dep, bah voilà, ou si t'es. Enfin. Ouais, Genre totalement. on est des êtres hyper complexes quoi. Je dis aux gens de s'abonner. Abonnez-vous à la chaîne, à la chaîne YouTube Clitosaure, abonnez-vous au podcast, balancez vos plus belles étoiles pour que le podcast remonte dans le classement et que ça donne de la visibilité. Et suivez-moi sur mon compte Insta aussi. Oui. Nous revoilà pour la fin de cette vidéo. Et ce qu'on s'était dit pour la première partie, c'est que ce serait bien quand même qu'on partage quelques tips, quelques conseils, quelques recommandations. Déjà, les tips que toi t'as donnés dans la première partie, bah elles valent aussi pour les troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire que c'est important de pas se shamer. Moi, je me souviens que je me sentais hyper mal de me faire vomir. Je me détestais de ça, alors que je détestais déjà tellement d'autres choses de moi-même que en fait je rajoutais des couches quoi. C'est ok de vouloir arrêter mais de pas réussir, c'est ok de replonger dedans. En fait c'est pas simple d'en sortir et surtout vous blâmez pas vous-même parce que je pense qu'il y a 1 milliard de raisons qui font que vous êtes dans cette situation là. Peut-être la société, peut-être votre situation familiale, peut-être un traumatisme que vous avez eu, peut-être une neuroatypie. Ça peut être 1 milliard de raisons mais vous dites pas que c'est de votre faute. Pour s'en sortir, moi ce qui m'a aidé vraiment c'est de faire du roller derby parce que c'est un sport qui est hyper physique et qui est féministe, où on voit plein de corps différents, où on se rend compte que notre corps, c'est pas juste une enveloppe esthétique, mais c'est aussi un moyen d'être plus endurante, plus agile, plus puissante. Et ça fait du bien en fait de se dire j'entraîne mon corps là à gagner un match. Et du coup, ce qui m'a aidé aussi, c'est de fréquenter les milieux féministes, d'écouter des podcasts, de lire des articles, de regarder des vidéos qui sont autour des féminismes et plus généralement des oppressions systémiques, et aussi de suivre des comptes Insta qui sont féministes. Ça fait beaucoup de fois le terme féministe. Elle est féministe. Oh my god! Du coup, je vous laisserai des liens en description. Bisous. Bisous.